La ligne à voie métrique de la Bernina est exploitée par les chemins de fer Rétic, une entreprise qui réunit toutes les voies ferrées privées du canton suisse des Grisons. Ses caractéristiques techniques et sa situation particulière, à l'extrémité est du pays, lui ont donné un caractère vraiment exceptionnel. Le chemin de fer de la Bernina, c'est à la fois une attraction touristique et un lien indispensable pour une vallée isolée. Tantôt, il se prend pour un tramway avec des traversées de villages sur la chaussée et des courbes de 45 mètres de rayon, puis il devient une véritable voie ferrée de montagne qui gravit des rampes de 70 mm par mètre pour s'élever jusqu'à 2253 mètres. À cette altitude, les trains affrontent chaque hiver les pires conditions météorologiques, alors que le terminus italien de Tirano annonce déjà la douceur méditerranéenne. C'est en 1898 que l'entreprise Frotté et Westermann de Zurich étudia un premier projet de tramway pour relier Zamedan à Campocologno, village à la frontière italienne. Une concession lui fut accordée le 23 décembre 1899, suivie le 12 juin 1902 par celle d'un prolongement en Italie jusqu'à Tirano. Après avoir attiré au début des associés britanniques et italiens, l'entreprise se trouva exclusivement financée par des capitaux suisses. La nouvelle société, Bernina Bahn, fondée en 1905, allait enfin pouvoir débuter les travaux. La construction de la ligne fut adjugée à l'entreprise de travaux publics Bus de Bâle. Les installations électriques fixes et l'équipement des automotrices devaient être fournis par la firme Alliot à Münchenstein dans les faubourgs de Bâle. Les chantiers débutèrent simultanément sur les deux versants du col de la Bernina en juillet 1906. Au fur et à mesure de leur avancement, la ligne était mise en service par tronçon à partir de 1908. Puis elle fut ouverte le 5 juillet 1910 sur son trajet complet de Saint-Moritz à Tirano, soit 61 km. La ligne part de la célèbre station touristique de Saint-Moritz à 1778 mètres d'altitude. La compagnie de la Bernina avait conclu un accord avec les chemins de fer Rétic pour utiliser en commun cette gare. Elle était depuis 1903 le terminus de la ligne de l'Albula. Dès 1909, les installations furent agrandies pour accueillir les trains des deux compagnies. Alors que le réseau Rétic restait fidèle à la traction vapeur, la ligne de la Bernina fut électrifiée dès l'origine. Elle était alimentée en courant continu 750 volts, tension qui fut portée à 1000 volts en 1935. L'énergie était fournie par une centrale hydroélectrique installée à Campocologno, au pied de la rampe sud. Cette usine, qui était alors la plus importante de Suisse, alimenta à partir de 1913 la nouvelle ligne de l'Engadine des chemins de fer Rétic, reliant Saint-Moritz à Scuol-Tarasp. Comme les Rétic avaient choisi le courant monophasé 11 000 volts à la fréquence de 16 Hz 2 tiers, cela obligea à spécialiser les voies de la gare de Saint-Moritz pour y faire cohabiter les deux systèmes. Le projet initial prévoyait de faire passer la voie à travers la forêt de Staz pour rejoindre Pontresina. Mais devant l'opposition des protecteurs de la nature, le tracé fut dévié par les gorges de la Charnadura où un tunnel de 689 mètres, le plus long de la ligne, dut être percé. Ici, la voie paraît simplement enjamber la route. Mais en fait, nous venons de traverser le pont sur l'Inn. De nos jours, le site a un peu perdu de son caractère, comme en témoignent ces images anciennes. À partir de là, à 1720 mètres, Celerina-Staz est le point le plus bas de la voie ferrée, sur le versant nord de la Bernina. Cette petite gare était autrefois baptisée Schlarinia, dans la langue rhéto-romanche du canton des Grisons. Les trains n'y marquent plus l'arrêt qu'à la demande. Le nom de Staz a été ajouté pour distinguer cet arrêt de celui de Celerina, plus proche du village et situé sur le tronc commun des lignes de l'Albula et de l'Engadine.
Nous arrivons à Pontresina en parallèle avec la ligne de Zamedan. Ici aussi, la compagnie de la Bernina faisait gare commune avec celle des Rétiques. La ligne de la Bernina a toujours été exploitée par Automotrice et les rames tractées par locomotive y étaient rares. Les premières automotrices, numérotées BCE 44, 1 à 14, ont été construites en 1908 et 1909 par la firme SIG à Neuhausen. Elles étaient munies d'un équipement électrique Alliot et de 4 moteurs de 75 chevaux. Lorsque la tension d'alimentation a été élevée de 750 à 1000 volts en 1935, elles n'ont pas subi de modifications importantes. Leur puissance totale a été augmentée de 300 à 420 chevaux, mais leur vitesse maximale est restée fixée à 45 km/h. Le trafic de la ligne ayant dépassé toutes les espérances, 3 automotrices supplémentaires, BCFE 44, 3, ont été commandées en 1911. Elles étaient un peu plus longues pour contenir un compartiment à bagages accessible par des portes centrales coulissantes. Neuf automotrices de la Bernina ont été modernisées après la Seconde Guerre mondiale, avec un nouvel équipement électrique et des résistances reportées sur la toiture. Celles portant les numéros 30 à 34 ont été rendues bitension pour pouvoir assurer des renforts en hiver sur une autre ligne du réseau rétique, Coire-Arosa, électrifiée en 2200 volts continus. Les numéros 35 à 38 n'ont pas subi cette adaptation et la 38 a conservé son compartiment à bagages. Ce n'est que 53 ans après l'ouverture de la ligne qu'une seconde génération de matériel est apparue. Il s'agit des ABE 44, 41 à 46, livrés en 1964. Leur puissance a presque doublé, soit 920 chevaux, ce qui leur permet de tracter 60 tonnes. 3 autres automotrices, presque identiques, ont été livrées en 1972. Les ABE 44, numéros 47 à 49. Dans les années 1980, la ligne de la Bernina souffrait d'une pénurie de matériel roulant qui obligeait à faire toujours appel aux rames d'origine, âgées de plus de 70 ans. Entre 1988 et 1990, le parc s'est donc complété de 6 nouvelles automotrices, les ABE 44, 51 à 56. Elles sont munies de moteurs triphasés contrôlés par thyristor, une nouveauté pour du matériel en 1000 volts continu. Leur puissance de 1380 chevaux équivaut presque à celle de 5 motrices anciennes et leur permet de remorquer jusqu'à 90 tonnes. En 2007, les chemins de fer rétiques ont commandé 15 nouvelles rames articulées Stadler, baptisées Allegra. Pour la première fois, ce matériel bicourant peut circuler indifféremment sur le réseau rétique de base, alimenté en monophasé, et sur la ligne de la Bernina, en courant continu. La formule n'est pas nouvelle, mais l'adapter sans trop alourdir les véhicules de la ligne représentait un véritable défi. Les premières rames Allegra, livrées en 2009, ont fait grande impression pour leur puissance et leurs accélérations.
Ces images remontent avant l'été 1959. L'automotrice numéro 6, encore en livret jaune, est quasiment en état d'origine. En gare de Pontresina, le bâtiment avait été construit par les chemins de fer Rettic, mais le dépôt et son atelier appartenaient à la compagnie de la Bernina. À l'origine, les voies les plus proches du bâtiment étaient celles de la Bernina. Lorsque l'ouverture de la ligne de Langadine en 1913 augmenta le trafic de la branche de Zamedan, les 3 premières voies ont été affectées au réseau Rettic et celle du quai central à la Bernina. Ici, c'est une des premières locomotives monophasées type GE 2.4 de la ligne de Langadine qui passe sur la voie 1. La voie 3 est équipée d'une caténaire commutable en courant continu ou monophasé, comme l'indique un signal approprié. Le Bernina Express arrive de Coire sur cette voie pour faciliter le changement d'engin moteur. À Pontresina, les échanges de marchandises occasionnent de nombreuses manœuvres. L'emploi d'un locotracteur diesel permet de déplacer les wagons sans se préoccuper des différents modes d'alimentation qui équipent les voies de la gare. Le bois est principalement expédié vers l'Italie, tandis que les carburants sont importés dans le canton. Le train achemine aussi aliments et boissons par conteneurs isothermes. En amont de Pontresina, la voie ferrée suit la vallée de la Bernina jusqu'à Morterarch. Sur cette section facile, ouverte dès l'été 1908, les trains atteignent leur vitesse limite. La composition maximale des trains est de 2 automotrices et 7 voitures, la masse de ces dernières ne devant jamais excéder 130% de celle des motrices. Le chemin de fer de la Bernina passe au pied de 3 glaciers. Le premier est celui de Morterarch. La saison d'été 1925 avait commencé calmement. Puis l'affluence fut telle que des wagons tombereaux durent être transformés à la hâte en véhicules panoramiques. Ce bricolage artisanal connut un grand succès auprès de la clientèle touristique. Et de nos jours encore, de petits wagons ouverts de ce genre sont incorporés au train chaque été. L'hôtel Morterarch et le pont sur le torrent du même nom marquent le point de départ d'une longue rampe de 70 mm par mètre. La travée principale du pont a été renforcée ou remplacée à plusieurs reprises.
La première fois dès 1911 pour permettre le passage du chasse-neige rotatif à vapeur, un monstre pesant 64 tonnes. La courbe de Montebello témoigne du soin apporté à la construction de la ligne, dans une perspective touristique. Le tracé se développe de sorte que les voyageurs, assis à droite comme à gauche du train, profitent du panorama sur le glacier et les sommets environnants. Eugen Bossart était l'ingénieur qui dirigeait la construction du chemin de fer sur la rampe sud de la Bernina en direction de Poscavo. Dans un article pour un journal technique suisse, il a décrit le glacier de Palu et conclut de ses observations que celui-ci reculait. On ne parlait pourtant pas encore de réchauffement climatique. Cette courbe, où s'inscrit un passage à niveau, a été largement rectifiée. Le hameau de Bernina-Häuser, aujourd'hui rebaptisé Bernina-Suot, était autrefois un relais pour les muletiers qui transportaient voyageurs et marchandises à travers le col. Les premières gares de la ligne étaient souvent de simples baraquements en bois. Mais ici, un grand bâtiment, dans le style de l'Engadine, fut édifié en 1923. Il a été démoli en 1987. Pour rejoindre les trains depuis la gare, les voyageurs devaient traverser la route. Ces images de 1948 montrent l'automotrice numéro 9, alors âgée de 40 ans. 3 ans plus tard, elle était emportée par une avalanche près d'Alpes-Grumes. À partir de son épave fut reconstruite la motrice de travaux XE 9920, radiée et ferraillée en 1998. Au début du XXe siècle, on ne pensait pas franchir le col de la Bernina en hiver, et on n'envisageait une exploitation permanente que sur le tronçon sud, entre Poscavo et Tirano. Les ingénieurs avaient néanmoins tracé la ligne de manière à éviter les couloirs d'avalanche et les secteurs exposés aux chutes de rochers, ce qui réduisait les travaux nécessaires pour dégager la voie au printemps. Des essais de circulation hivernale ont eu lieu sur des périodes plus ou moins longues. Puis la ligne a été maintenue intégralement en exploitation à partir de l'hiver 1913. Cette vue du secteur d'Arlas montre le profil très raide de la voie et la déviation réalisée en 1934 pour s'éloigner d'une zone d'avalanche. Certains tronçons sont délibérément exposés au vent pour y éviter l'accumulation de la neige. Les déviations de tracé sont nombreuses dans l'histoire de la ligne.
La voie franchit la ligne de partage des eaux entre le Leinaer, le lac Noir, et Lago Bianco, le lac Blanc. Au nord, les cours d'eau s'écoulent vers le Danube et la mer Noire, au sud vers le Pô et l'Adriatique. Le Lago Bianco, situé au sommet, est fermé par un barrage à ses deux extrémités. À cette altitude, le paysage n'est verdoyant que pendant une très courte période. À l'époque de la construction, les chantiers ont été interrompus par une chute d'1 mètre de neige au mois de juillet. À l'origine, la plus haute gare de la ligne devait être implantée par ici. Finalement, elle a été édifiée près de l'auberge refuge qui lui a donné son nom, Ospizio Bernina. À 2256 mètres d'altitude, cette gare fait face au glacier de Cabrena qui alimente le Lago Bianco. Après le passage du train, on aperçoit la remise abritant la plaque tournante qui servait à retourner le chasse-neige à vapeur. Les muletiers qui passaient le col autrefois appréciaient sans doute aussi ces belles journées d'hiver ensoleillées. Mais combien de fois devait-il affronter les horreurs du blizzard et s'enfoncer dans la neige qui atteint parfois 5 à 6 mètres de hauteur? Un train arrive de Pontresina, tracté par la locomotive GOM 44802. En janvier 1961, quand les chemins de fer rétiques ont décidé de commander les automotrices de la deuxième génération, les futures 41 à 46, ils ont invité des représentants des constructeurs intéressés à parcourir la ligne en plein hiver. Un bon moyen pour leur faire comprendre les conditions d'exploitation qu'aurait à affronter le futur matériel. Le personnel de la ligne de la Bernina est devenu expert dans le combat permanent contre la neige. Si les procédures ont peu changé depuis les années 30, le matériel, par contre, a beaucoup évolué. En 1896, le chemin de fer du Gothard a expérimenté avec succès un chasse-neige rotatif. Une machine à vapeur entraîne une grande hélice, garnie de pales, qui découpe littéralement une tranchée dans des hauteurs de neige considérables. Si la machine du Gothard devait être poussée par une locomotive, celle de la Bernina était rendue autonome par un jeu de 4 cylindres entraînant 2 trains de roue. La première fut livrée par SLM à Winterthur en décembre 1910. Suivie par une seconde début 1913.
La mise en service de ce matériel a permis de maintenir la ligne ouverte à longueur d'année. Il peut sembler étrange qu'un chemin de fer électrifié ait fait appel à une machine à vapeur. En fait, l'alimentation électrique était trop faible à l'époque pour fournir la puissance nécessaire. D'autre part, si les projections de neige endommageaient la caténaire, l'engin risquait de se retrouver bloqué. La vapeur était donc la meilleure solution. Pour permettre l'utilisation des nouveaux chasse-neige, les ponts furent renforcés et des plaques tournantes installées dans plusieurs gares entre Pontresina et Poschiavo. Ici, le chasse-neige est poussé par la locomotive GE 4482, afin de réserver toute la puissance de la vapeur pour entraîner l'hélice. La 82, seul crocodile du chemin de fer de la Bernina, porte les grandes étraves chasse-neige qui lui seront enlevées en 1946. Le rotatif trace une tranchée de 3,60 m de large, mais celle-ci peut rapidement se combler s'il continue à neiger. C'est pour cela que l'atelier du dépôt de Poschiavo a réalisé en 1936 l'étrave racleuse X1002 selon un concept appliqué par l'ingénieur suédois Notin sur la ligne Kiruna-Narvik. La lame de cet engin élargit le passage à 6 mètres, ce qui peut nécessiter la dépose préalable de la ligne aérienne et des poteaux. La neige est ramenée sur la voie, d'où une seconde passe du rotatif l'évacue au loin. Le X1002 représente le dernier effort technique de la compagnie de la Bernina en proie à de graves difficultés financières. Chaque année se posait la question de savoir si l'on pourrait continuer à exploiter l'hiver suivant. Après des débuts prometteurs, pénalisés par la Première Guerre mondiale et ses conséquences, l'essor touristique de la deuxième moitié des années 20 fut trop vite étouffé par la crise économique, suivie par le second conflit mondial. C'est dans ces conditions que le Bernina Bahn perdit son indépendance et fut rattaché au chemin de fer rétique en 1944. Quand la couche de neige n'était pas trop importante, les trains étaient précédés d'une étrave relevée par un agent expérimenté à l'approche de tout obstacle, aiguillage, passage à niveau. Si son attention se relâchait, les conséquences pouvaient être graves, mais cette pratique permettait de réduire le nombre de sorties du coûteux chasse-neige rotatif. Le premier chasse-neige rotatif à vapeur a été régulièrement utilisé jusqu'à la fin des années 60. Aujourd'hui, il est mis en pression surtout à l'intention des amateurs. Le second a été confié à l'association DFB, Dampfbahn Furka Bergstreck, dont les bénévoles ont entrepris sa remise en ordre de marche. Le chasse-neige rotatif de la Bernina a été conçu comme une locomotive à 4 cylindres et simple expansion, avec 2 trains articulés de 3 essieux chacun. Il est accompagné d'un petit tender à 2 essieux.
Aujourd'hui, l'alimentation électrique, plus fiable, permet d'entraîner des fraises chasse-neige. Ce chasse-neige rotatif électrique n'est pas automoteur. Il doit être poussé par une motrice commandée depuis la cabine de tête. Par contre, il peut être retourné sur son propre châssis, ce qui rend inutile l'utilisation des plaques tournantes. Le chasse-neige électrique X9218 a été construit par la firme Bellac en 1967 et il sera bientôt remplacé par un engin plus moderne. Le chasse-neige XK9132 est l'ancienne lame racleuse de 1936, modernisée avec des commandes hydrauliques actionnées à distance. La lame peut s'écarter jusqu'à 2,80 m de l'axe de la voie. En hiver, d'autres petites étraves sont poussées par les trains réguliers. L'étrave est maintenant abaissée par le conducteur. Sept wagons chasse-neige sont équipés de ce type d'étrave, livrés à partir de 1966 par Stadler. On peut les utiliser dans les deux directions et seule l'étrave racleuse placée sous le châssis, au centre, se relève ou s'abaisse grâce à un dispositif hydraulique commandé à distance. À partir d'Ospizio Bernina, le chemin de fer suit la vieille piste muletière en direction d'Alpes-Grüm, alors que la route passe par le col.
Pour éviter les accumulations de neige, la voie est implantée autant que possible à distance des flancs de la montagne. Et il a donc fallu construire ce pont. Dans les années 80, la compagnie d'électricité de Brusio envisageait d'élever le niveau du lac d'une vingtaine de mètres. Cela aurait entraîné la déviation de la voie ferrée avec un impact important sur le paysage. Mais ce projet a été abandonné car le site est protégé depuis l'inscription par l'UNESCO des lignes de la Bernina et de l'Albula au patrimoine mondial de l'humanité en 2008. Des écrans paraneige protègent la voie à l'entrée de cette galerie. À partir du Lago Bianco, commence la descente très raide sur le versant sud. Pour permettre le passage des trains en toute sécurité et en toute saison, on a installé ici un ensemble de galeries de protection très élaborées. À l'arrivée à Alpegrum, on distingue dans le lointain la silhouette des Alpes bergamasques en territoire italien. L'entrée en gare est abritée par une galerie, ouverte latéralement pour ne pas masquer le paysage. 3 autres galeries du même type ont été construites sur ce versant. À l'origine, la voie n'était pas protégée, tout comme l'ancienne piste des muletiers. Alpegrum est un but d'excursion fréquenté presque toute l'année. La gare est perchée à 2091 mètres d'altitude au-dessus de la vallée de Poscavo, face au glacier de Palu. L'ancienne plaque tournante du chasse-neige a été déposée et la courbe en fer à cheval de 45 mètres de rayon, qui marque le début de la descente, a été mise à double voie en 2006. Dès l'origine, la gare d'Alpegrum avait son buffet, une construction en bois qui s'est vite avérée insuffisante, surtout en hiver. Le bâtiment actuel a été édifié en 1924. Depuis qu'il n'héberge plus de personnel de la compagnie, les locaux sont occupés par un hôtel-restaurant. En quittant Alpegrum, la voie forme une double boucle qui repasse en contrebas de la gare et plonge littéralement dans la vallée, jusqu'au pied du glacier de Palu. En 1948, la galerie paraneige au-dessus de la gare n'était pas encore construite. C'est à cet endroit précis qu'une avalanche a emporté l'automotrice numéro 9 et les 3 agents qui se trouvaient à bord. Tous ont survécu. Mais en 1937, 3 autres ouvriers n'ont pas eu cette chance et ont péri dans la tourmente au-dessous d'Alpegrum.
La courbe de Stablini a souvent servi de cadre pour des photos publicitaires. Vers 1913, on y voit l'automotrice numéro 2 qui descend sur Cavalia, avec le glacier de Palu en toile de fond. Une quinzaine d'années plus tard, la végétation a bien poussé, alors que l'on a photographié au même endroit la locomotive Geo 6681. La courbe de Stablini se trouve au pied des boucles d'Alpes-Grumes, à l'entrée de la Val Perduta, le Val perdu. Jusqu'au XIXe siècle, la vallée de Poschiavo était très pauvre. Isolée du reste de la Suisse, on y parle l'italien, vestige de l'époque médiévale où elle a appartenu au duché de Milan jusqu'en 1406. En haut à gauche, le train quitte Cavalia pour Alpes-Grumes. La distance n'est que de 6 km, mais tout en rampe de 70 pour 1000, parsemée de courbes serrées, de boucles et de tunnels. Ici, la construction de la ligne a été particulièrement difficile et ce tronçon a été achevé le dernier, le 5 juillet 1910. Pour se frayer le passage dans le roc, il fallut souvent employer la nitroglycérine et la dynamite. Par temps froid, celle-ci avait tendance à exploser spontanément, ce qui causa 4 des 5 décès enregistrés pendant la construction du chemin de fer. Pour limiter les frais de construction, on réduisit le nombre des tunnels et on édifia, partout où c'était possible, des murs de soutènement à sec, sans mortier. Le ciment était un matériau coûteux qu'il fallait faire venir de loin. La main-d'œuvre venait surtout d'Italie, et pendant la Première Guerre mondiale, les ouvriers manquèrent pour effectuer les nombreuses finitions encore nécessaires. On peut dire que le travail n'est jamais fini, et l'histoire de la ligne de la Bernina est une longue suite de chantiers de protection, de déviation, de renforcement et d'amélioration des infrastructures ferroviaires. Au-dessus de Cavalia, la voie décrit une dernière boucle dans le vallon de Pila, qu'elle franchit sur un viaduc en maçonnerie entièrement restauré pendant l'été 2004. Un mouvement de terrain avait déformé sa troisième arche. Relais muletiers, auberges, lieux d'élevage, camp de base des ouvriers du chemin de fer, sous-station d'alimentation électrique, gare de croisement, ce sont quelques-unes des fonctions qu'avait ou qu'a encore aujourd'hui le hameau de Cavalia. Isolé dans une vallée d'accès difficile, c'était, selon l'ingénieur Bossart, un lieu de retraite idéal. Et c'est toujours un endroit tranquille, où les freins connaissent un instant de répit, après avoir retenu les trains dans la descente de 400 mètres de dénivelé depuis Alpes-Grumes. L'ancienne auberge de la gare est devenue une habitation privée. Pour rejoindre Poschiavo, il faut encore perdre 679 mètres, en à peine un peu plus de 11 km. La voie s'accroche au flanc de la montagne, en forêt, par une succession de lacets qui font changer le train de direction à 4 reprises. Il y a de quoi être désorienté. Poschiavo est le chef-lieu de la vallée italophone du même nom. En 1900, elle comptait à peine 4300 habitants. Pas de quoi attirer des promoteurs à construire un chemin de fer. Ce sont donc surtout les perspectives de production hydroélectrique et de développement du tourisme qui les ont convaincus de se lancer dans cette entreprise audacieuse.
La façade révèle la taille initiale du dépôt, qui a été agrandi. Dès le début, Poschiavo a accueilli un atelier d'entretien du matériel roulant, et de nos jours, on y réalise même des travaux en sous-traitance. La gare d'origine, trop petite, a été remplacée par un bâtiment moderne en 1962. La ligne de la Bernina comportait, sur son tronçon sud, plusieurs passages en chaussée à la manière des tramways. Certains ont été éliminés, mais dans l'étroite traversée du village de San Antonio, la circulation automobile doit toujours céder la place au train. Le hameau des Prese a été créé au XIXe siècle sous la forme d'un petit groupe de villas construites sur la rive nord du lac de Poschiavo. Bientôt, le train longe le lac en passant par Miralago, autrefois appelé Meschino. C'est un des rares paliers de la ligne avant que la descente reprenne pour rejoindre le village de Brusio. Après 2 nouvelles boucles, nous voici à Brusio. Cette Fiat 500 annonce que l'Italie n'est plus loin. L'emplacement de cette gare a fait l'objet de discussions acharnées, et le budget disponible n'a pu satisfaire tous les vœux des habitants. Mais Brusio n'est pas célèbre pour sa gare, mais surtout pour la boucle hélicoïdale à ciel ouvert qui se trouve en aval. Par ce viaduc en pente de 70 pour 1000 et en courbe de 70 mètres, dont le rayon s'abaisse à 50 mètres au pied de l'ouvrage, la voie ferrée perd une vingtaine de mètres d'altitude. La boucle en spirale de Brusio est devenue l'emblème de la ligne de la Bernina. Cette solution audacieuse a été choisie parce qu'il était impossible de percer un tunnel à flanc de montagne, en raison de la nature très friable de la roche. En décembre 2008, la voie a été emportée par un éboulement sur 150 mètres en amont du viaduc, et il a fallu la dévier sur un talus édifié sur d'énormes blocs de rochers.
La gare qui dessert le petit village de Campo Cologno a une taille imposante, car elle abrite les services suisses de police et de douane. Leurs homologues italiens sont en poste à Tirano. C'est ici que les camions arrivant d'Italie transbordent leur chargement de carburant dans les wagons-citernes des chemins de fer rétiques. La centrale de la compagnie d'électricité de Brusio se trouve à proximité immédiate de la frontière, à Campo Cologno. Elle a été construite sous la direction de Dirk Nakenius, le fils d'un banquier d'Amsterdam qui avait travaillé en Grande-Bretagne, en Allemagne et en France pour le compte de la firme Alliot. Après l'achèvement de l'usine motrice, Nakenius se vit confier la direction des chantiers du chemin de fer de la Bernina. Pendant les deux guerres mondiales, la frontière a été fermée pendant de longues périodes entre l'Italie belligérante et la Suisse neutre, mais jamais complètement. Ce trajet frontalier de 2600 mètres imposait aux voyageurs son lot d'inconvénients. Non seulement les contrôles de police et de douane, mais aussi le changement d'heure et la monnaie différente. Le wagon cuisine qui accompagnait la voiture restaurant de la Mitropa entre les deux guerres devait même être détaché à la frontière. La concession du chemin de fer en territoire italien a finalement été rachetée par les chemins de fer rétiques en 1949. La région italienne de la Valtelline se présente comme une large vallée au versant couvert de vignobles. La ville de Tirano était autrefois séparée en deux bourgs distincts. Le centre ancien, sur la rive sud de la rivière Adda, et le faubourg de Madonna di Tirano, où se dresse une grande basilique. Jusqu'aux années 20, c'est ici que les douanes italiennes contrôlaient le train à 1 kilomètre du terminus, un inconvénient qui a heureusement disparu. La basilique de Madonna di Tirano a été édifiée au XVIe siècle pour commémorer une révélation de la Vierge survenue en 1505. Pour les voyageurs du train de la Bernina, ce magnifique sanctuaire annonce l'approche du terminus.
Au XXIe siècle, le passage du train dans les rues est toujours d'actualité, et la voie ferrée traverse la place de la Basilique par le tracé le plus direct. En 1927, l'automobiliste responsable de la première collision à cet endroit a vu son permis de conduire annulé. À l'époque déjà, on ne plaisantait pas avec la priorité absolue réservée aux trains. Tirano est aussi le terminus d'une ligne à voie normale des chemins de fer italiens par laquelle on peut rejoindre Sondrio, Lecco et Milan. Jusqu'en 1963, le tronçon final Sondrio-Tirano appartenait à une compagnie privée, la FAV, Ferrovia Alta Valtellina. La gare terminus de la ligne de la Bernina a été édifiée à Tirano en 1927, à l'époque où l'Italie était dirigée par le duce Benito Mussolini. Le style du bâtiment suit la mode de cette époque. Si, même en Suisse, bien des chemins de fer à voie étroite ont succombé à la concurrence routière, celui de la Bernina est plus que jamais actif. Chaque jour et par tous les temps, il transporte à travers des paysages uniques les habitants de la vallée, les touristes et les marchandises indispensables à l'économie de la région. Autant de missions qu'il continue à assurer parfaitement un siècle après sa mise en service.